De nos jours, les immeubles sortent de terre à la manière de champignons en plein cœur de la forêt. Les constructions de tours s'enchaînent. Pourtant, cette course au gratte-ciel est loin d'être plébiscitée par tous. Prenons l'exemple de la Chine et de l'Inde. En matière de construction, ces deux pays s'opposent totalement. Vous devez très certainement vous demander en quoi et pourquoi cette différence existe. C'est donc ce que nous allons découvrir ensemble dans la suite de cette vidéo. La Chine est-elle une nouvelle victime de la malédiction du gratte-ciel? Si l'on considère qu'ils sont annonciateurs de crises économiques majeures, il semblerait que oui. En effet, depuis de nombreuses années, l'Empire du Milieu caracole en tête du classement des pays constructeurs de tours de plus de 200 mètres. A l'inverse, l'Inde abrite beaucoup moins de gratte-ciel que ses voisines. Elle construit moins, mais surtout moins haut. Ces folles constructions, toujours plus hautes, sont-elles des oiseaux de mauvais augure? De la même manière, en Europe, les grandes villes européennes se divisent sur la question des constructions en hauteur. Londres et Madrid y sont favorables, tandis que Paris et Berlin s'y opposent fermement. Il est vrai qu'en termes d'environnement, les grands buildings ne s'inscrivent pas vraiment dans une démarche écologique. Entre autres, la construction de la tour Madrid Norte, qui débutera en 2025 dans la capitale espagnole, inspire la fierté des populations. Avec ses 330 mètres de haut, elle devrait être la plus haute tour d'Europe occidentale. D'un autre côté, le projet berlinois de tour de bureau de 150 mètres de haut, censé abriter le siège du géant Amazon, fait débat. Néanmoins, les gratte-ciel tentent de protéger notre planète en faisant valoir de nombreux arguments écologiques. Quelles sont donc les circonstances de cette course au gratte-ciel? De manière générale, il n'y a rien de plus efficace pour se faire remarquer que d'être le plus visible possible. C'est bien évidemment le cas des gratte-ciel. Mais d'où peut bien venir cet appel des hauteurs? En réalité, il existe une forme de rivalité entre les métropoles. Finalement, c'est un peu à qui construira le building le plus incroyable. Quelle est l'origine de cette volonté de démonstration de puissance? Comment l'homme en est-il venu à entasser des briques, des pierres et du béton dans le seul et unique but d'impressionner son voisin? Dans de nombreux esprits, cette solution serait la plus impressionnante. Qu'en pensez-vous? Effectivement, la notion de hauteur donne toujours une impression de majestuosité. Et ceci, les Mésopotamiens l'avaient bien compris. C'est d'ailleurs pour cela que la ville d'Uruk comptait près de 900 tours disposées le long de son enceinte. Depuis 3000 avant Jésus-Christ, les constructions défensives sont également présentes en Égypte. Aux alentours de 1400 avant Jésus-Christ, les villes guerrières des Mycéniens font leur apparition en Grèce. En 1500 avant Jésus-Christ, en Sardaigne, ces constructions sont plus discrètes, mais elles font bien partie du paysage. D'un autre côté, la Grèce antique, tout comme Rome, ne se lance pas dans cette terrible course à la hauteur et résiste à la tentation de la démesure. À votre avis, qu'en est-il de la Chine? Cette dernière se lance dans des travaux colossaux. Entre le 3e et le 17e siècle, elle érige des milliers de tours de guet le long des 6700 km de sa grande muraille. Néanmoins, c'est en Égypte que les constructions en hauteur deviennent de réelles habitations. Il est alors nécessaire de défier la pesanteur en optimisant l'espace. Venise, tout comme Amsterdam, sont aussi des villes qui aiment particulièrement la hauteur. À Venise, c'est au XVIe siècle que les habitations à étages prennent de l'ampleur. En effet, les Juifs, fuyant l'Inquisition, étaient forcés de s'installer dans le même quartier. Ils ont donc créé des maisons pouvant aller jusqu'à 8 étages. En ce qui concerne les châteaux forts, le premier s'est élevé au Yémen. Pourtant, c'est en Occident que nous trouverons les plus beaux exemples de ce type d'édifices. Dans un premier temps, ils étaient destinés à assurer la protection des populations en permettant de surveiller les environs. Néanmoins, la tour est un élément essentiel dans la prise de hauteur, et cela, un seigneur du Moyen-Âge en est bien conscient. Il affirme ainsi le symbole de sa puissance dans le paysage. À partir du XIIIe siècle, les villes n'ont de cesse de se développer. Les immeubles fleurissent, les villages accueillent des beffrois. Nous sommes donc face à une véritable forêt de construction. Vous avez tous en tête un exemple probant qui pourrait illustrer ces propos. Comment cette course au gratte-ciel a-t-elle pu aboutir à une forme de folie? Certes, les attaques du 11 septembre 2001, mais aussi les différentes crises financières ont mis un frein au lancement de projets architecturaux de grande envergure. De plus, les villes vertes sont désormais devenues une priorité. Néanmoins, les projets de gratte-ciel sortent de terre à grand renfort de millions de dollars. Que pensez-vous de cette folle course au sommet? Quel est cet objectif? Il semblerait que les bâtisseurs espèrent dépasser le kilomètre en termes de hauteur.
Des immeubles d'une grandeur hors du commun éclosent un peu partout dans le monde, les projets se multiplient. Il est certain que la tour en elle-même détient une importance capitale au sein d'une métropole. Elle est un élément hautement symbolique, porté par la puissance publique. On peut dire qu'elle renvoie l'image d'une ville moderne et économiquement prospère. Est-ce vraiment le cas? Pas forcément. Dans l'imaginaire collectif, ce type de bâtiment a toujours été perçu comme le signal d'une prospérité économique. Êtes-vous du même avis? En Chine, cet aspect symbolique est encore plus présent. Prenons l'exemple de la Jinmao Tower. Haute de 420 mètres, elle a été érigée en 1998 à Shanghai. Cette dernière compte 88 étages, et cela pour une raison bien précise. En effet, le chiffre 8 est un symbole de prospérité et d'argent. Cette course vers le ciel a-t-elle des limites? La malédiction des gratte-ciel porte-t-elle bien son nom? En 2015, 106 immeubles de plus de 200 mètres ont été édifiés, 62 étaient chinois. De plus, entre 2011 et 2012, la Chine a produit plus de ciment que les États-Unis tout au long du XXe siècle. Le pays est-il en passe d'être touché par une crise sans précédent? Les gratte-ciel fascinent, mais les risques qui en découlent ne sont pas à prendre à la légère. Effectivement, la Chine multiplie les villes fantômes ainsi que les chantiers interminables. Il semblerait que le marché immobilier chinois soit le secteur le plus important de l'économie mondiale, tout comme son principal facteur de risque. Depuis de nombreuses années, la Chine construit et construit encore. Cette frénésie a d'ailleurs généré une grande quantité de bâtiments qui ne trouvent pas preneur. Comble du comble, les autorités chinoises ne souhaitent pas communiquer sur la question malgré les sommes d'argent engagées. Montrer ses faiblesses, il n'en est pas question. Il est ici question de la Sky City. Au centre de la Chine, cette tour visait le titre de plus haute construction du monde. Le projet n'a pas dépassé le stade des fondations. Il se dirait qu'elle serve actuellement de ferme piscicole de fortune. Un beau geste pour l'environnement malgré les conséquences que cela représente en matière d'immobilier et de finances. Il est vrai que le ralentissement de l'immobilier chinois est déjà en marche. Cette situation serait d'ailleurs beaucoup plus destructrice au niveau mondial que ce que nous le pensons. D'un autre côté, nous avons l'Inde. Le pays abrite très certainement les villes les plus peuplées du monde. Son PIB est également l'un des plus élevés du continent. La plupart des villes d'Asie, tout comme nous l'avons vu en ce qui concerne la Chine, aiment construire et aiment construire grand. Ce n'est pas du tout le cas de l'Inde. Les bâtiments sont moindres et beaucoup moins hauts. Il est vrai qu'il existe quelques gratte-ciel indiens, mais ils se trouvent principalement à Mumbai. Pourtant, la ville est à la traîne dans la course au gratte-ciel. Pensez-vous que le pays soit en dernière position? Quelles en sont les raisons? La Chine est aujourd'hui à l'origine de près de 1100 gratte-ciel de plus de 200 mètres de haut. En ce qui la concerne, l'Inde n'en compte que 24. Comment peut-on expliquer cette large différence? Avec ses 1,4 milliard d'habitants, le pays est en proie à de nombreuses coupures de courant, notamment lorsque les températures sont élevées. La demande en électricité est alors très élevée. En Inde, l'accès à l'eau potable est également de plus en plus compliqué. Néanmoins, les gratte-ciel nécessitent une importante disponibilité en eau et en électricité. De plus, l'indice de surface au sol réglemente les constructions. C'est en partie pour cette raison que l'Inde se fait discrète du côté de ses gratte-ciel. Il s'agit du rapport entre la surface constructible au sol et la parcelle de terrain utilisable pour la construction. Les restrictions de ce type sont beaucoup plus strictes en Inde que n'importe où ailleurs. En 1991, à Mumbai, cet indice se limite à 1,3. Au cours de l'année 2022, il varie entre 2,5 et 5 en fonction de l'emplacement concerné, alors que des villes comme Hong Kong disposent d'un indice moyen de 15. La croissance horizontale de Mumbai est donc particulièrement limitée. L'indice de surface au sol doit-il être augmenté pour permettre à Mumbai de s'épanouir pleinement? La course au gratte-ciel est-elle une condition de développement? Jusqu'où irons-nous dans ce sens? À quoi ressemblera le building de demain? N'hésitez pas à nous donner votre avis sur la question en nous laissant un petit commentaire juste en dessous. Nous nous ferons un plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. À très vite sur ATech.